Bonjour à tous. Donc, je dirige le réseau ADMR de Charente-Maritime depuis 2013. Donc, on a 29 associations sur l'ensemble du département, Charente-Maritime. Un EHPAD, une résidence autonomie. On développe 800 000 heures sur l'ensemble du département. On représente à peu près 45% de l'activité du domicile sur le département en service prestataire. Mais on a également un EHPAD, parce que je crois qu'il y a beaucoup de directeurs d'EHPAD et de résidence autonomie. Une banque alimentaire, un centre de soins infirmiers, une résidence autonomie, comme je vous disais. On a également un service départemental TISF, toutes les techniciennes d'intervention sociale et familiale. Et depuis 2026, on a également développé des habitats inclusifs, partagés. Certains, j'imagine, l'ont développé avec un financement de l'aide à la vie partagée. On emploie plus de 1000 salariés sur l'ensemble du département. Alors forcément, ça change chaque jour avec le turnover que vous connaissez, sur des volumes comme on peut porter. Quelques chiffres, on a 720 véhicules. On en parlera tout à l'heure certainement quand on développera les projets RSE, puisque c'est un enjeu majeur, la mobilité aujourd'hui pour nos salariés. Et globalement, on aide 6000 personnes sur l'ensemble du département, qu'ils soient donc en EHPAD, en résidence autonomie, au domicile, et aujourd'hui en habitat inclusif. Donc on aide à peu près, puisque j'ai le plaisir de connaître votre président de la FNADEPA, qui est lui-même directeur de l'ADMR du Gard, et c'est vrai qu'on aide à l'ADMR de la plus petite enfance jusqu'à la fin de la vie. Et on essaie de développer des services, bien sûr, avec tout le temps une histoire sur le domicile. Si, peut-être une petite précision, pour aller un peu plus loin, notre réseau fête ses 80 ans cette année, notre réseau départemental. Donc pour vous montrer un peu l'ampleur de l'histoire du réseau. Et puis, peut-être pour introduire ce qui va se dire tout à l'heure, excusez-moi, ce qui va être évoqué tout à l'heure, peut-être la particularité de ce réseau, au-delà de l'aide apportée, mais je pense que dans chaque département, il y a toujours un réseau d'aide à domicile assez fort. Souvent, c'est l'ADMR, bien évidemment, mais il y a d'autres réseaux, il y a d'autres départements. Je sais qu'en Haute-Vienne, il me semble qu'il n'y a pas d'ADMR, et il y a forcément toujours un réseau important. La particularité du réseau que je dirige, c'est qu'on a une triple certification. Une certification NF Service, je pense que j'en parlerai tout à l'heure, une certification ISO 9001 et une certification RSE. Et je pense que voilà, ces points-là, je pense qu'on les développe après. Ça marche. Monsieur Moget, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici à Toulouse. Je vois que vous êtes encore nombreux à avoir préféré rester dans la salle plutôt qu'aller à l'extérieur malgré la présentation de la crèche à l'extérieur. Mais vous irez prendre l'apéritif au bord de la Garonne après, vous verrez, c'est très sympa. J'imagine que vous êtes convaincus avec tout ce que vous avez. J'ai participé quasiment à l'intégralité de la journée et je pense que vous êtes convaincus qu'il faut agir. Et si vous êtes convaincu qu'il faut agir, alors vous allez avoir de l'ambition pour vos établissements et vous allez avoir des projets sympathiques. Je vais vous parler de deux projets qu'on a menés, puis peut-être après d'autres, mais deux projets un peu plus importants qu'on a menés à l'échelle d'Edenis. Edenis, c'est une association loi 1901. 41, ça doit être le chiffre du jour, parce que nous aussi, on a 41 ans. Vous faites votre 41e congrès. Nous, on a 41 ans. On a été créé ici dans la Haute-Garonne. Nous avons 23 EHPAD actuellement sur 4 départements, ainsi que 4 résidences autonomie pour une capacité d'accueil globale de 2200 personnes, 2200 places, pardon. Et on a à peu près 1500 équivalents temps plein dans l'association pour un chiffre d'affaires global de 115 millions d'euros, pour donner quelques chiffres. Voilà. Et puis des projets d'ouverture également. Voilà pour qui est Edenis. Tout est logé dans cette association. Tous nos établissements sont dans la même association. Donc on parle de groupe associatif parce qu'on a une certaine taille, mais on est bien une association loi 1901 à but non lucratif. Et c'est important de le rappeler. Et on est également propriétaire de tous nos bâtiments, donc ça nous donne un certain avantage puisqu'on peut maîtriser davantage nos actifs et nos projets immobiliers, mais ça nécessite aussi une rigueur de gestion importante pour être en capacité justement de conserver des actifs de qualité.
Voilà, j'ai bien aimé la présentation du Shift Project que je suis depuis longtemps. Je vous invite évidemment à aller télécharger leur rapport, ils sont top et ils sont en plus gratuits. Et donc en 2024, il y a eu le fameux rapport qui vous a présenté. Et nous, chez Edenis, on avait déjà fait notre bilan carbone 18 mois plus tôt, puisque moi, quand j'ai pris la direction de l'association fin 2021, j'ai tout de suite ancré la RSE comme pilier transversal de notre stratégie. Je n'ai pas considéré la RSE comme une contrainte supplémentaire, mais plutôt comme un axe différenciant et comme un pilier qui doit traverser toutes nos décisions. Donc, dès 2022, j'ai lancé un bilan carbone, j'ai fait une première convention d'encadrement. Chaque année, au mois de juin, je rassemble tous mes directeurs d'établissement et leur équipe d'encadrement. Donc, on est à peu près 200 personnes. Et dès la première année de la convention, je leur ai parlé de RSE. Et dès la deuxième année, je leur ai parlé d'impact de décarbonation. Et donc, voilà, l'important, c'est d'avoir des convictions, des ambitions et ensuite d'agir. Voilà. Mais si vous avez ces convictions-là, vous agissez. Donc, les deux projets dont je vais vous parler, mais je ne sais pas si c'est maintenant que je dois attaquer. Mais allons-y. Allons-y. OK. Alors, on a parlé donc le bilan carbone qu'on a fait fin 2022, début 2023. Il a révélé exactement les mêmes chiffres que ceux que vous avez vus globalement présentés par, je ne sais plus si c'est Maxime son prénom, c'est-à-dire chez nous un peu plus d'un quart pour l'alimentation, 27-28% liés à l'alimentation. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir là-dessus sans avoir besoin d'investir énormément. Et ensuite, évidemment, la mobilité et les énergies, à peu près autour de 18-20% chacun. Et on retrouve donc les chiffres que vous avez vus tout à l'heure. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que ça nécessite davantage d'investissement. Mais pour autant, il faut agir aussi. Sur l'alimentation, on avait déjà commencé, j'imagine, comme vous tous, à travailler sur la gestion des déchets pour diminuer nos déchets. Hein, comme dans toute structure un peu collective, on a 25 à 30% de déchets alimentaires. Donc, comment on fait pour réduire ça ? On travaille évidemment sur les profils mangeurs. D'ailleurs, il en a parlé. J'imagine peut-être certains d'entre vous le font déjà. Et on s'est lancé dans la végétalisation de notre alimentation. Et c'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile. Je suis moi-même pas du tout ni vegan ni végétarien, mais par contre les chiffres m'ont parlé. Et donc quand vous savez que vous devez agir, si vous agissez pas sur le premier contributeur de vos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'alimentation, vous perdez quand même un gros manque d'action, un gros manque de pouvoir d'action. Donc on est parti là-dessus. On a fait un groupe de travail évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, avec la direction médicale pour être sûr qu'on n'aurait pas de problème de nutrition, avec notre prestataire de restauration, avec nos directeurs d'établissement. Et comme chaque projet, si vous les portez avec conviction, si vous êtes convaincant, les gens sont convaincus. Et donc aujourd'hui, après 3 ans de ce projet-là, on a réduit de 20% notre part de viande, de viande dans notre alimentation. On est passé d'1,2 kg par semaine et par résident à moins d'1 kg. Et l'ambition, c'est d'aller vers les 400 grammes pour pouvoir atteindre la neutralité carbone à horizon 2032-2035. Voilà. On fait ça sans culpabiliser, en expliquant, en embarquant, en travaillant avec notre prestataire, encore une fois, de restauration. J'ai partagé ces ambitions-là avec tous les chefs qui sont dans nos cuisines de nos prestataires, parce que si on ne comprend pas les constats tous ensemble, alors c'est plus difficile d'être embarqué. Donc tous les directeurs ont eu la même présentation que vous avez eue, avec les limites planétaires, le donut de Kate Raworth pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin bon, voilà, tous ces éléments-là importants. Et pareil avec les chefs. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit ok, on peut faire quelque chose. Et on va le faire sans culpabilité, on va le faire à notre échelle, à notre vitesse, et sans que ce soit, comment dire, dictatorial. Et donc aujourd'hui, franchement, nos établissements sont globalement ravis. Et le sujet, c'est est-ce que ce qu'on a dans l'assiette, c'est bon ? Oui ou non, c'est pas est-ce qu'il y a de la viande et quel est le bilan carbone de l'assiette, c'est est-ce que c'est un moment de plaisir, vous le savez mieux que moi,
pour être dans les établissements du soir au matin 365 jours par an. C'est vraiment un moment de plaisir, l'alimentation. Donc l'idée, c'est que ça reste bon, évidemment. Et donc là, le prestataire de restauration avec lequel on travaille a formé des VJ-chefs. Voilà, il a accompagné lui aussi toutes ces équipes-là. Et petit à petit, comme je vous l'ai dit, on a réduit. On avait un taux d'apparition en 2023 de 10%, de repas sans viande ni poisson de 10%. L'année d'après, il est passé à 17-18%. Et en 2025, c'était 25%. Donc, sans dégrader la qualité. Ni le plaisir, ni évidemment la partie nutrition. On a dans chacun de nos CVS un membre de notre conseil de surveillance qui siège pour représenter Edenis. Donc j'aime autant vous dire que la restauration dans les CVS, elle est largement abordée et que si ça n'avait pas, si ça n'avait pas été un succès, on aurait été obligé de faire demi-tour. Et je pense que si ça a été un succès, c'est parce que on est convaincu depuis le début que l'impulsion, elle doit venir d'en haut, donc elle doit venir de vous et de votre gouvernance, que vous devez embarquer les gens et ensuite avoir une stratégie, une stratégie raisonnable et savoir se faire accompagner. Voilà. Moi, le bilan carbone, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai été obligé de me faire accompagner. Sur la nutrition, pareil. Enfin, voilà. Il faut savoir se faire entourer sur ces sujets-là. Mais encore une fois, ce qui est chouette avec ce projet, c'est qu'on prend notre part, on contribue et d'un point de vue, j'ai envie de dire, compte d'exploitation ou budget d'investissement, c'est quasiment zéro, quoi. Voilà. C'est surtout des neurones à mettre autour de la table et des énergies humaines à rassembler pour faire encore une fois embarquer tout le monde, y compris les résidents. Merci beaucoup. Monsieur Boussa, est-ce que vous voulez nous présenter un peu comment et pourquoi vous êtes lancé dans la RSE et les différents projets que vous avez mis en place ? Le principe, c'était de valoriser l'action qu'on porte au quotidien, mais je pense que je ne vais rien inventer. Je pense qu'on fait tous dans la salle de la RSE. Et on l'a fait avec sincérité, on l'a fait au quotidien, que ce soit sur nos territoires. Au-delà de tout l'aspect développement durable, on fait tous de la RSE. Et en fait, tout simplement, j'ai pris la norme. J'ai pris la norme RSE et je me suis dit, bon, puisque forcément cette marque aujourd'hui RSE va impacter les années futures, ça va être un avantage concurrentiel, ça va être quelque chose qui va être observé par les pouvoirs publics, c'est aussi quelque chose qui va être différenciant. Allons observer ce qui se passe dans cette norme RSE. Et je vois en fait quelque chose qu'on fait, l'ancrage territorial, la gouvernance qui va être engagée, une prise en compte du développement durable. Je dis bien une prise en compte du développement durable, ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément avoir un impact, il faut juste le piloter et l'intégrer dans une démarche qualité. Ça veut dire une loyauté des pratiques, ça veut dire de la prise en compte du droit des personnes qu'on accompagne. Ce sont des pratiques qu'on fait tous, surtout qu'on est tous associatifs, ou quasiment. Et donc, j'ai épluché cette norme. Alors, comme je vous dis, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est déjà certifié NF et ISO 9001, donc il y a une culture qualité qui fait mouliner notre organisation. Et donc, tout simplement, si je dois schématiser, la RSE a été un nouveau levier, un nouveau moyen à l'intérieur de notre système qualité, de nouveaux indicateurs, de nouveaux objectifs, une nouvelle stratégie qui est intégrée dans le reste du système qualité. Et en fait, ça donne du sens au quotidien, mais j'y reviens, on n'a rien écrit, on n'a rien réinventé. C'est juste se rappeler que c'est nous, dans le médico-social, qui construisons de la RSE. Donc, se dire que l'un conseil d'administration dans une association est désintéressé et financièrement, on en parlait tout à l'heure avec votre président, c'est de la RSE. Se dire que si on prend la loyauté des pratiques, il doit y avoir une transparence et un bilan en fin d'année qui n'est pas qu'un bilan comptable, c'est de la RSE. Et donc, au-delà des actions opérationnelles qu'on a menées, c'est les raisons de cet engagement, encore une fois. Et les raisons de l'engagement, c'est juste se dire, on voit des grandes entreprises qu'on n'aurait même pas imaginées RSE, qui ont cette labellisation RSE, et on voit bien ce que ça peut apporter. Et on voit bien l'image que ça peut apporter. D'ailleurs, on est là aujourd'hui pour vous parler de RSE. Je me suis dit que forcément, ça allait impacter les années à venir et qu'on serait prêt justement pour pouvoir travailler et sur les leviers de développement durable et sur les leviers RH, etc. Sans parler après, sans faire un discours philosophique autour des nouvelles générations qui vont avoir un manager bienveillant, etc. C'est plus profond que ça. Mais c'est être capable d'intégrer dans notre système qualité, dans notre stratégie, cette nouvelle dimension, en fait, tout simplement. Mais aussi de valoriser ce qu'on fait au quotidien.
Alors, je crois que vous aviez une vidéo pour nous Ouais. présenter un petit peu votre démarche. Oui, on avait réalisé un film, je vous rassure, hein, il est assez court, où on va plus dans le technique, mais qui est un discours de promotion de l'engagement RSE de la DMR de Charente-Maritime. Et vous verrez que c'est des actions que vous portez, parce que quand on prend, j'y reviens, quand on reprend cette norme et qu'on coche des cases, le but c'est pas d'avoir un score, mais c'est d'être dans une logique d'amélioration continue en termes d'RSE. Et je vous invite à vous plonger dans cette norme, parce que vous verrez qu'on est tous, on fait tous de la RSE au quotidien. On regarde donc cette vidéo. Merci beaucoup. Comment on peut, quels sont les impacts concrets de ces projets-là et comment vous pouvez les mesurer tous les deux? C'est-à-dire les projets RSE que vous mettez en place, quels impacts ils ont Alors, concrètement? il y a, économiquement, mesurer l'impact, c'est complexe. Après, est-ce que la RSE nous permet de recruter? Oui. Est-ce que la RSE nous permet d'améliorer notre image? Oui. Est-ce que la RSE donne du sens au travail? Oui. À mesurer, c'est complexe. Alors après, on peut le croiser avec des indicateurs de turnover, etc. Mais quel serait-il si on n'avait pas cet engagement RSE? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que de tous les projets structurants, de mon réseau, que j'ai pu mettre en place, c'est celui-ci où quelque part j'ai eu besoin de rien faire. On lance une pierre, on la donne à l'équipe et il se passe quelque chose parce que ça touche à des dynamiques personnelles, le développement durable, il y a des vraies sensibilités personnelles, il y en a d'autres qui vont avoir une notion sur l'engagement sur les territoires ruraux, d'autres personnes qui vont être sur la question du management. Et puis on voit apparaître des petites choses. Un animal arrive dans la structure. Dans les EHPAD, c'est courant, mais dans un siège social, c'est encore très peu courant. Et puis, on va voir un service, je vous donne un exemple, un service paye,
qui créent une politique de paye, une politique propre à leur service en se disant voilà nos engagements RSE, voilà ce qu'on veut faire. Parce que si je dis à mon équipe on va être certifié ISO 9001, ils sont fiers, c'est de la performance, ils vont dire bon, le directeur est content, il va nous mettre toute sa batterie d'indicateurs en fin d'année, c'est génial, très bien. La RSE, ça les touche directement, et ça les touche pas que professionnellement, ça les touche humainement. Et chacun, vous voyez la personne dans le film qui faisait le tri sélectif, c'est une personne qui le faisait déjà et qui est hyper engagée personnellement, plus que d'autres. Et en fait, il y a une nouvelle répartition des rôles. Et j'y reviens, les projets RSE naissent d'eux-mêmes. Les salariés eux-mêmes portent des projets. Alors, la mesure, on a une obligation d'évaluer notre empreinte carbone, évidemment. Mais l'obligation n'est pas qu'elle s'améliore, mais c'est bien de la mesurer. Mais moi, ce que je perçois le plus en termes de retour, c'est vraiment cet engagement et qui crée de la richesse. Forcément, ça crée de la richesse. Puisque, j'y reviens, nous sommes tous des êtres humains avec des sensibilités différentes, mais on se retrouve tous dans un des 7 axes d'une démarche RSE. Monsieur Boger. Je parlais d'alimentation, il y a l'impact local. Par exemple, en 2023, 4% des achats provenaient du local, aujourd'hui c'est 10%. 45% d'import en 2023, aujourd'hui c'est plus que 10% d'import. Voilà, donc vous avez de l'impact sur votre territoire local et donc vous faites travailler des gens en local et vous contribuez à l'économie territoriale. C'est ça c'est un premier point. On a pas mal parlé avec justement le monsieur du Shift Project de souveraineté quelque part et de la fin des énergies fossiles avec les fournisseurs français qui vont voir leur stock se réduire drastiquement. On aura d'autres tensions sur la partie pétrole. On sait que toute notre économie est drivée par le pétrole, donc il faut avoir des impacts là-dessus. On a un deuxième projet structurant, alors là pour le coup qui nécessite un peu plus d'investissement, mais vous pouvez peut-être aller chercher, je ne sais pas, des financements ou des financements long terme ou des aides. Nous, j'avoue, on l'a fait tout en propre, mais on est en train de monter un projet de champ photovoltaïque qui va permettre de produire à peu près 1 mégawattheure, c'est-à-dire 20% des besoins électriques du groupe. Et donc, dans un établissement sur lequel on avait un très, très grand foncier en pleine campagne dans le Lauragais, eh ben, on va pouvoir construire un champ photovoltaïque, encore une fois, qui couvre 20% des besoins du groupe avec ce qu'on appelle un CPPA, et c'est un peu technique, mais en gros, on va alimenter tous nos établissements à partir de ce champ photovoltaïque. Alors, on a commencé fin 2023. Pour vous dire que c'est long, ça devait démarrer début 2026. On a pris 1 an dans la vue à cause de problématiques un peu administratives. Et Enedis est un peu embouché en ce moment. Mais en tout cas, début 2027, on commence à produire. Et donc là, on gagne en robustesse. Et il a parlé, le monsieur aussi, un monsieur qui a parlé d'Olivier Amand. C'est pareil, je vous invite à lire ses travaux hyper intéressants sur la robustesse. Et donc, quand vous êtes moins dépendant, vous êtes plus robuste. Voilà. Et puis, vous avez plus de visibilité. Notre prix de revient d'électricité qu'on va produire pour nous-mêmes, on le connaît pour les 20 prochaines années. Voilà, donc on a de la visibilité, on a de la robustesse, on est exemplaire sur le territoire, on donne des idées, voilà, et ça aussi c'est important, voilà, en termes de coopération territoriale. On est souvent un peu tout seul, vous êtes souvent peut-être un peu tout seul dans vos associations, il faut pas, ou dans vos établissements, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir. Et là aussi sur ce projet, je suis allé m'entourer, je suis allé chercher des compétences à l'extérieur, parce que juridiquement faire ce qu'on appelle un corporate purchase agreement, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, il faut une batterie d'avocats un petit peu. Donc là, ça demande un petit peu de frais généraux pour accompagner cette réflexion. Et puis ensuite, des moyens d'investissement, parce que c'est quand même 1 million d'euros d'investissement sur ce projet-là. Donc, et puis, en faisant ça, vous demandez les contributions. La première contribution, c'est qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, OK, c'est un peu le colibri, mais on prend notre part. Voilà. Et je crois qu'on doit tous prendre notre part si on veut avancer. Alors, certains disent à quoi ça sert. Je rappelle quand même que la Chine prévoit en 2060 d'être en neutralité carbone en 2060. Voilà, c'est pas 2050, c'est 2060. Mais vous avez vu les Chinois, ils respectent ce qu'ils ont dans leur trajectoire. C'est défini et en 2060, ils seront neutres en carbone. Voilà, donc la décarbonation, c'est pas tout, c'est clair. Il y a des sujets de biodiversité, il y a des sujets sociaux. Moi, je vous parle de sujets... Les sujets sociaux, vous les connaissez
globalement très très bien d'ouvrir vos établissements pour avoir des projets intergénérationnels, faire du soutien scolaire, faire venir des écoles, etc. Tout ça, vous savez très bien le faire rentrer la culture dans vos établissements en ayant des projets qui sont financés par la DRAC. Nous, on a eu des danseurs qui sont venus pendant 2 jours entiers danser au milieu des résidents, au milieu des salariés, tout ça financé par la DRAC. Donc ces projets culturels-là, vous avez bien l'habitude de les avoir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi deux projets un peu différents, vraiment sur l'impact de la décarbonation, qui pour moi est vraiment le premier levier, et puis ensuite tout le reste vient. Voilà. Donc évidemment, c'est de l'exemplarité, ça donne envie aux collaborateurs de venir, ça donne du sens à l'action de tout le monde. Mais je reviens à l'essentiel, il faut des gens qui portent ça, qui soient convaincus, et ça c'est vous, avec vos énergies, vos ambitions et vos convictions. Si vous n'avez pas de conviction, vous n'agirez pas. Donc voilà, c'est hyper important. Et peut-être je finirai mon propos aussi avec la robustesse de vos modèles économiques. Je sais que c'est un sujet qui est sensible, mais c'est hyper important de réussir à travailler ça, parce que, mine de rien, il y a quand même un peu besoin d'investissement. Et donc, il faut absolument que vous soyez un peu focus sur ces sujets-là, là aussi avec votre gouvernance, avec vos équipes à embarquer. Mais franchement, on embarque assez facilement des équipes dans un projet. C'est quand même agréable d'être dans des établissements dans lesquels on peut réinvestir parce qu'on arrive à gagner un peu d'argent. Voilà. Et je sais que ce n'est pas facile, mais quand on a un taux d'occupation qui est plein, quand on arrive à tirer un peu les prix parce qu'on est capable de faire un peu de tarification différenciée, quand on fait tout ça, on arrive à retrouver un peu de marge de manœuvre, et elles sont forcément, ces marges de manœuvre, au service de nos résidents. Vous parliez tout à l'heure d'aller chercher des financements. Est-ce que là, pour ces projets, vous avez été chercher tous les deux des financements particuliers, ou est-ce qu'il y a des points juridiques peut-être contraignants qui s'imposent à vous? Moi, sur l'alimentation durable, 0, d'accord. Ça demande juste, comme je l'ai dit, du jus de cerveau et du temps. Donc ça, pour le coup, c'est chouette. Sur la partie investissement dans les bâtiments, là, pour le coup, évidemment, ça demande des financements. Sur le projet de champ photovoltaïque, on a eu un prêt bonifié avec une banque, donc avec un taux d'intérêt un peu inférieur. Ce n'est pas la panacée, mais ça fait gagner quand même quelques... Voilà, ils ont des poches d'enveloppe verte qui permettent d'avoir des financements un peu plus intéressants. Je voudrais pondérer, parce qu'on peut aller vers la RSE dans plusieurs axes. La RSE, telle que nous, on l'a mis en place, n'a pas de coût. C'est juste une prise en compte, un arbitrage. C'est vrai que quand il y a des investissements lourds et qu'on touche vraiment à l'impact sur le développement durable, ça peut générer des investissements importants. Quand on parle de management, de transparence des pratiques, quand on parle d'ancrage territorial, etc., le coût est moindre. Par contre, si vous souhaitez avoir... j'imagine qu'il n'y a pas énormément d'EHPAD qui vont avoir des structurations qualité de type ISO 9001. Mais si vous voulez être accompagné, je sais que la CNSA, je crois que nous a accompagnés à 40 ou 60% pour avoir un consultant pour nous amener à la certification. Après, une fois qu'on est certifié, une fois qu'on a cette culture RSE dans notre système qualité, c'est comme le reste, c'est faire avec nos moyens. On peut faire de la RSE sans argent, mais c'est juste comment on va arbitrer. Les véhicules hybrides que vous voyez coûtent 10 € de plus par mois qu'un véhicule thermique. Soit je suis en position d'équilibre et je me dis, bon allez, j'y vais, parce que bon, 10 € x 700 véhicules x 12, ça pèse un peu, mais c'est un choix. Et c'est juste que la RSE nous permet de nous positionner sur des choix. Avant, je n'avais pas ces questions-là. Je les avais, mais ils étaient plus philosophiques ou personnels. Aujourd'hui, je dois être transparent avec mes équipes et ces choix sont arbitrés. Et là, ce n'est pas une question de coût, c'est une question d'arbitrage. Donc je sais qu'il y a forcément une partie de structures qui peuvent être déficitaires, d'autres excédentaires, mais c'est un nouvel élément d'aide à la décision et de prise de décision pour nos conseils d'administration d'être certifiés RSE. Donc oui, si on veut restructurer une cuisine centrale ou tout un système d'économie d'énergie, oui, le coût est important. Si on parle sur la RSE pratiquée au quotidien et qu'on veut valoriser nos pratiques et communiquer sur nos pratiques, le coût est moindre. Peut-être avant qu'on passe aux questions dans la salle, on parle beaucoup de changement climatique là, depuis le début de la journée, mais également des catastrophes naturelles, des intempéries, la sécheresse, les canicules. Est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que vous avez d'autres projets en vue, ou est-ce que vous avez des projets que vous allez réaménager ?
Moi, je vous ai parlé des plus gros projets qu'on avait là, mais on en a un autre aussi, où là, je suis en étude avec une société qui s'appelle Lumia, qui est sur la régénération des fonciers des bâtiments pour faire rentrer la biophilie dans les établissements. Ils l'ont dit, avoir plus de verre dans nos établissements, ça permet d'être un peu plus détendu, ça ramène un peu de productivité, ça diminue l'absentéisme. Et puis, évidemment, il faut lutter contre les îlots de chaleur. Il faudra qu'on puisse sortir nos résidents quand même. Imaginez plusieurs semaines consécutives de canicule dans le sud, etc. Donc adapter nos bâtiments, ce sera de toute façon une nécessité. Et il y aura forcément besoin de moyens économiques. Donc voilà, oui, on a d'autres projets. Faut rester en mouvement. Mais comme l'a très bien dit David, toute la partie managériale, sociale et sociétale, celle-ci, elle nécessite très peu d'investissement et pour autant, elle a un gros impact également. Elle a un gros impact en local pour les équipes et pour le territoire. Voilà. Et après, effectivement, ce sont des enjeux un peu plus importants, mais auxquels il faudra qu'on puisse savoir faire face. Nous, en termes de projet, je vous avais vu, on a une flotte de 720 véhicules hybrides pour nos aides à domicile. Et on va continuer dans cette démarche puisqu'on va, dès l'année prochaine, avoir 200 véhicules électriques. Pas en plus, hein, il y aura 500 véhicules hybrides et 200 véhicules électriques. On a toute une offre mobilité avec des trottinettes électriques, des véhicules électriques, et on va continuer d'essayer d'avoir une part le plus importante possible sur l'électrification de toute la mobilité. Nous, dans notre politique sociale, on a passé à 80% la prise en charge du forfait mobilité pour les salariés, et au lieu de 50% obligatoire. On vient d'isoler notre siège social. On a refait une isolation par l'extérieur parce que c'est une passoire thermique, parce qu'on pense souvent à nos résidents et à nos salariés. On met énormément d'investissements dans nos résidences tous les ans, et on avait un peu délaissé le siège là, depuis 10-15 ans, donc on a retravaillé ça. On va petit à petit changer toutes nos chaudières gaz par des pompes à chaleur, mais ça, la rentabilité pour l'instant n'était pas évidente, et quand un projet il est toujours pas rentable au bout de 30 ou 40 ans, forcément vous ne faites pas l'investissement. Mais ça s'améliore, ça coûte moins cher. De plus en plus, il y a des projets qui n'étaient pas rentables il y a 5 ans qui commencent à le devenir. Donc là, il faut rester surtout à l'écoute, être curieux de regarder ce qui se fait et puis de faire en fonction de ses capacités. Et je pense qu'il peut y avoir des projets qui ne coûtent pas trop cher, mais voilà, on peut avoir des toitures végétalisées, on peut avoir des façades végétalisées. Voilà, toutes ces choses-là sont à regarder. Entourez-vous et soyez curieux, et vous aurez forcément plein d'idées pour vos établissements. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ces projets vous amènent, par exemple, en termes d'image, notamment par rapport à l'image qu'on peut avoir de vos structures? Mais ça questionne, parce que nous nous sommes posé la question, mais c'est vrai, quand on va voir nos financeurs, on est tous, de toute façon, liés à la relation qu'on a avec nos financeurs. La DMR est quasiment à 80% financée par le conseil départemental, qui a en charge l'environnement dans ses compétences. Donc forcément, le fait d'être RSE, quoi qu'il en soit, sera une valeur ajoutée. On navigue tous dans un environnement politique, et on doit prendre en compte ces éléments. C'est une valeur ajoutée, tant que les autres structures également ne l'ont pas. Et c'est important pour moi, en tant que directeur, de positionner mon réseau avec justement toujours un temps d'avance sur certains sujets. Et je pense que pour vous aussi, je pense que la RSE, sur le plan politique, et dans la relation notamment aux collectivités, je pense que c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que monsieur avait une question devant. Oui, c'est pour monsieur Moget. J'avais une question. On subit tous des vicissitudes, des hausses et des baisses à l'électricité, du gaz. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler un petit peu plus de votre projet de panneaux photovoltaïques? C'est un gros projet, et puis le retour sur investissement que vous attendez, au-delà du fait que vous allez quand même stabiliser le coût du kilowattheure sur une partie de vos consommations. C'est difficile de calculer un TRI parce qu'aujourd'hui, on a un prix de vente. On a un prix de vente du marché qui fait que fluctuer, très fort à la hausse et très fort à la baisse. Donc, suivant les hypothèses que vous prenez, vous pouvez avoir une rentabilité sur 7 ans ou sur 15 ans. Ou sur, voilà. Donc, on l'a fait à une période où on l'a décidé à une période où l'électricité était assez chère.
On a pris la marée comme tout le monde parce qu'on a toujours eu des contrats sur 3 ans, ça fait longtemps qu'on fait ça, mais pas de bol, le renouvellement, il arrivait et en général, on fait ça 6-9 mois avant le renouvellement et la crise est arrivée 1 an avant le renouvellement. Donc, voilà, on a pris la marée et depuis 2025 ou 25, on est sur un nouveau contrat, donc ça va mieux. Donc on a surtout fait le choix d'avoir, encore une fois, de la visibilité et il y a beaucoup trop de volatilité sur les prix de marché de l'électricité. Donc voilà, 1 million d'euros pour 1 mégawattheure. Donc on va avoir un prix global autour de 250 euros. Je parle taxes comprises, tout compris, quoi, voilà, sur ce site-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais encore une fois, c'est difficile de regarder les prix de marché, aujourd'hui. Donc, pour faire un TRI, un taux de retour sur investissement, faut que vous posiez une hypothèse sur combien va vous coûter l'électricité sur 10, 15, 20 ans si vous ne la produisez pas vous-même. Et là-dessus, on a des difficultés à avoir de la visibilité. Encore une fois, aujourd'hui, on a des prix négatifs de temps en temps parce qu'on produit beaucoup l'après-midi avec le soleil. Donc, ça va dépendre de pas mal d'éléments. Mais quand on a renouvelé nos contrats d'électricité, à un moment donné, on était à 350 euros du kilowattheure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur un projet avec un prix de revient autour de 150 euros. Encore une fois, tout compris, taxes, acheminement, etc. Voilà, sur la partie fourniture, on est à 90. Ça me paraît tout à fait acceptable et cohérent. Voilà. Alors, monsieur tout là-haut avait une question. Oui, alors, c'est pas forcément une question, c'est une réflexion. Donc, on est obligé de prendre des contrats biodéchets maintenant, puisque à la suite d'un contrôle de services vétérinaires des DPP, on nous a imposé de prendre un contrat pour les biodéchets. J'ai une collègue en Vendée qui m'a parlé de son expérience. Alors, on sait tous que la Vendée, c'est une référence à la FNADEPA. Du coup, elle a un cochon en Vendée qui est labellisé. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, le cochon, il a le bon numéro, vous savez, pour manger les biodéchets. Donc moi, en Mayenne, j'ai posé la question, je dis, est-ce que je peux mettre un cochon dans mon EHPAD pour ça? Est-ce qu'on va m'exonérer de prendre un contrat biodéchets qui me coûte 2500 euros par an, avec 100 km tous les 15 jours, on traverse la Mayenne, c'est pas grave, on pollue tout autant. Et moi, je veux juste mettre un cochon. Et ben, on me dit, non, c'est pas possible de mettre un cochon. Et ben, à l'époque, les maisons de retraite avaient toutes des cochons. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même face à un système qui, des fois, quand on veut faire des choses de base, donner des restes alimentaires à des cochons, on ne peut même pas le faire. Vous voulez nous faire rebondir sur la technocrature? Ça va bien au-delà de la RSE, je crois. On empile des choses, effectivement, et parfois, on a perdu un peu de bon sens. C'est vrai, vous avez raison. Voilà, Voilà, faut faire remonter. On peut espérer que de temps en temps, que les mouvements de balancier reviennent avec un peu plus d'équilibre sur certains sujets. Mais je partage ce que vous dites. Alors moi, je voudrais m'adresser à Monsieur Mauger également. Et Isabelle Vives, directrice d'EHPAD. J'ai une transition avec le cochon, parce que je vais vous parler de viande. Ça m'a interpellé vos propos au tout début de votre intervention, que vous aviez réduit la quantité de viande des résidents, donc de 1,2 kg à 400 grammes. Aucune remarque de la part ni de vos résidents, ni des familles de vos résidents. Alors, moi, je vois, au niveau de mon EHPAD, je leur donne une tranche de jambon au lieu de 2, c'est la révolution déjà, quoi. Alors, il ne s'agit pas de baisser les quantités de ce qu'on donne en alimentaire. Et encore une fois, d'abord, on n'est pas à 400 grammes. Ça, c'est la trajectoire. Si on veut être neutre en carbone, sur ce qu'on s'est fixé chez Edenis et sur le poids de l'alimentaire, il faut qu'on réussisse à être à 400 grammes de viande par semaine par résident. Voilà. Donc, pour l'instant, on est à 1 kg. On n'est pas encore à 400 grammes. On était à 1,2 kg, on est à 1 kg. Mais bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Et ce que je dis surtout, c'est que ce qu'on a dans l'assiette, ça doit être bon. Voilà. Et donc, ça doit continuer à être bon. Et pour ça, il faut former. Il faut que les chefs y soient formés. Et si on n'arrive qu'à 600 grammes, on n'arrivera qu'à 600 grammes. On verra petit à petit. Mais sincèrement, pour l'instant, encore une fois, ça se passe bien. Ils comprennent. Et je vous disais tout à l'heure qu'il faut être convaincu. Moi, j'ai mon président qui ne s'est pas passé un repas sans viande. Et donc, quand je l'emmène dans un établissement, c'est souvent le jeudi
pas de bol, le jeudi, c'était la journée où on avait dit, c'est la journée, on avait appelé ça le menu planète. Donc le jeudi, c'était le menu planète. Et donc à chaque fois qu'il venait dans les établissements, il tombait sur le menu planète et il trouvait ça pas bon. Enfin, il essayait même pas de savoir si c'était bon ou pas bon, il avait besoin de prendre autre chose. Bref, je vous dis ça parce que, en gros, moi j'étais convaincu, mes équipes étaient convaincues et les établissements ont été convaincus. Et on a, avec l'apport de nutritionnistes aussi à côté, notre prestataire de restauration, il nous accompagne voilà, sur les besoins. C'est 72 grammes de protéines qu'il faut par jour, par résident. Voilà. Alors, s'il a une faiblesse temporaire, ça peut être plus, mais en moyenne, c'est 72 grammes de protéines par jour et par résident. Et sur ces 72 grammes, il doit y avoir 60% d'apport par de la viande et 40% par du végétal. Voilà. Non, merci beaucoup, je le comprends, je suis au courant de ces chiffres-là aussi. Mais ça, vous parlez donc des salariés, de votre prestataire, de l'accompagnement, mais les résidents et les familles, qu'est-ce qu'ils en disent, eux, quoi ? Les résidents et les familles sont dans les CVS avec nous, il y a des commissions menus tous les trimestres, et encore une fois, si c'est bon, il n'y a pas de sujet. Et donc, nous, on avait instauré le menu planète. Voilà. Oui, nous, on a instauré un menu végétarien, tout part à la poubelle. Ils ne mangent pas, et pourtant c'est bon, je vous assure aussi. Nous, on a baissé. Bravo, mais bon, moi je suis sceptique. Je comprends que vous puissiez l'être, mais encore une fois, franchement, ça se passe vraiment plutôt bien. Et parfois, il y a des choses qui partent à la poubelle quand c'est pas végé. Hein. Encore une fois, c'est lié. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Et si c'est pas bon, les gens ils vont pas manger. Et il y a les histoires de profil mangeur. Si vous mettez des grosses assiettes à des petits mangeurs, ça leur plaît pas non plus, mais ça vous le savez aussi. Donc on a décidé d'arrêter le menu planète et qu'on parle plus. On va plus dire c'est menu planète ou pas menu planète. Voilà, on a un régime alimentaire et... On va prendre une dernière prise de parole, Madame au milieu. Ouais. Hélène Chiron, directrice d'EHPAD en Vendée à Saint-Christophe-du-Ligneron. Et j'ai une petite suggestion pour le cochon. Je suis une contrevenante et c'est les employés qui m'ont donné la solution. Ils ont adopté des cochons. Donc, à tour de rôle, il y en a un qui adopte un cochon ou qui s'en fait offrir un. Et donc, je suis une contrevenante parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de déchets et ils partent avec leurs petits seaux. Donc, voilà, c'est ma contribution à la RSE. J'ai des tas d'autres idées comme ça aussi. Mais je suis manifestement pas dans les normes. Désolé. En tout cas, bravo. Il faut savoir prendre des risques. Et après, les risques, évidemment, voilà, on les pèse. Voilà. Est-ce qu'on accepte de le prendre ou pas le prendre? Bravo, madame. Alors, on va prendre... Oui. Alors, madame et puis alors monsieur, je rebondis encore une fois sur le cochon. Ouais. Alors, effectivement, la DDTP, enfin, pas la DDTP, enfin, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne peut pas donner des aliments carnés à des animaux que l'on va manger. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de nourrir un cochon avec des restes des EHPAD. Par contre, on a tout à fait le droit de le faire avec des éleveurs de chiens, comme par exemple des chasseurs, qui souvent ont des meutes. Et donc, enfin, moi je dis ça parce que nous on est dans l'arrière-pays, on a beaucoup de chasseurs. Et donc ils ont des meutes et ils ont des autorisations de la préfecture de récupérer de l'alimentation, justement, carnée ou pas carnée, enfin bon, dans les supermarchés ou même dans les EHPAD. Et nous on a eu un contrôle des DTP. On a effectivement tous nos déchets que l'on met dehors dans des frigos. Et de là, on a 2 sociétés de chasse qui viennent un jour sur 2, qui récupèrent des seaux transparents avec écrit impropre à la consommation, et qui nous ramènent les seaux vides. Et donc, on n'a plus aucun déchet. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur, vous vendez des cochons, c'est ça? Pas du tout. En Vendée, on est entouré d'éleveurs et je me posais la question dans la communication que vous avez eue, monsieur, peut-être avec le monde agricole. Si je lance le message comme quoi on divise par 3 la consommation de viande après les affaires de Mercosur et de machin et de trucs, je crois que je vais avoir un tas de fumier devant mon bureau, quoi. Donc, est-ce que vous avez eu, donc c'était ça ma question, des échanges avec eux? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie aussi
Voilà, parce qu'il faut être convaincant aussi vis-à-vis d'eux. Hein, puis c'est pour ça. Moi, je travaille plutôt avec mon prestataire de restauration, puisque Edenis, il y a 10 ans, a décidé d'externaliser l'intégralité de sa restauration, considérant que ce n'était pas son cœur de métier, et avoir un projet pour des chefs en termes de formation, etc. On n'est pas équipé chez Edenis pour gérer ça, donc on s'est associé à quelqu'un, et c'est plutôt lui qui est en relation avec. On n'a pas dit du jour au lendemain à tout le monde qu'on allait finir à 400 grammes de viande. Hein. On a dit, voilà, on va décarboner petit à petit, on va décarboner nos activités. On est obligé de décarboner nos activités. Et si on ne travaille pas sur l'alimentation, on passe à côté de la moitié du sujet. Voilà, donc je le fais comme ça. Et donc, vous en achetez peut-être moins, mais plus de qualité, plus de local. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on était à 4%, on était à 4% de local. Aujourd'hui, on est à 10%. J'espère que demain, on pourra passer à 20%. Donc voilà, il y a aussi ce sujet-là qui est important, quoi. Voilà. Bien. David Boussa, David Moget, merci beaucoup. Merci à vous. Pour vos interventions et pour vos échanges.